Bonsoir à tous, qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième volet sur le diabète. Et oui, merci d'être fidèle à votre émission Santé 10 tous les jeudis soirs de 20 h à 21 h. Il y a 15 jours de cela, nous avons parlé du diabète de type 2. Jeudi dernier, nous avons pointé du doigt le diabète gestationnel. Et bien ce soir, le troisième volet sur le diabète, on va parler du diabète de type 1. Pour vous en parler, des professionnels de santé. Nous parlons du diabète de type 1 et ce soir, nous avons avec nous le docteur Friseline Velayoudon, maître de conférence à l'Université des Antilles, mais qui est aussi des Antilles en endocrinologie et diabétologie, mais qui est aussi le chef du service diabétologie et endocrinologie au CHU de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir Brigitte et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors docteur Velayoudon qui va finir par se dire, bon Brigitte, il faut qu'elle me laisse tranquille, mais c'est tellement important et puis c'était tellement vaste le sujet du diabète qu'il fallait vraiment qu'on partage en 3 émissions. La preuve en est, c'est que jeudi dernier, on a tout juste terminé notre sujet sur le diabète gestationnel parce qu'on avait encore beaucoup à dire. Et donc, c'était vraiment important. Merci à vous d'avoir répondu à ces 3 invitations. Juste à côté de vous, nous avons le docteur Claude Gruel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Endocrinologue, diabétologue au CHU de la Guadeloupe. Et puis, on a fait quelques petites recherches et on connaît des petites choses maintenant. Le docteur Velayoudon nous a dit, c'est le référent en éducation thérapeutique. C'est la personne qui peut tout vous dire dessus. Donc, on va en parler dans un petit moment. Et puis, on va saluer Danaël Georges. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez nous parler de votre expérience. Vous êtes là pour un témoignage. Vous avez le diabète de type 1 et vous allez nous en parler dans un court instant. Pour démarrer notre sujet de ce soir, je vais m'adresser au docteur Gruel en posant tout simplement la question, qu'est-ce que c'est que le diabète de type 1 ? Voilà, donc c'est la grande question, puisqu'on parle de diabète depuis maintenant 15 jours chez vous. C'est vrai qu'on a parlé de diabète de type 2, diabète gestationnel, diabète de type 1. Diabète de type 1, c'est une forme de diabète qui est une maladie en quelque sorte un peu très différente du diabète de type 2. Les conséquences sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire une augmentation du taux de sucre dans le sang. Mais en fait, le mécanisme d'apparition de cette maladie et le profil des patients donc, est complètement différent, ce qui fait que le diabète de type 1 appelle à une prise en charge qui est souvent très différente de celle du diabète de type 2. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité ? Pour être simple, vous savez que nous avons dans l'organisme un organe essentiel qui s'appelle le pancréas. Et cet organe que nous avons dans l'abdomen est responsable de la fabrication, de la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Donc déjà, quand je m'adresse aux patients, aux diabétiques de type 1, je leur explique que l'insuline, ça n'est pas simplement un médicament que l'homme a inventé. Nous n'avons pas inventé l'insuline. L'insuline est finalement une substance que nous fabriquons, que notre corps fabrique, et nous ne pouvons pas vivre sans insuline. Nous sommes tous sous insuline, diabétiques ou pas diabétiques. Et en fait, ce qui se passe dans le diabète de type 1, c'est que pour des raisons dont on pourra discuter tout à l'heure, eh bien, il y a une destruction qui arrive de façon progressive des petites cellules, des millions de petites cellules qui sont responsables de la fabrication de cette insuline. Or, l'insuline sert à quoi dans le corps ? L'insuline sert à réguler le sucre, à faire que la glycémie, le taux de sucre ne monte pas trop haut dans le sang. Et donc, c'est une destruction un peu massive qui apparaît chez ces individus. Alors, une des caractéristiques aussi du diabète de type 1, c'est aussi l'âge de survenue. Et ça impacte beaucoup la prise en charge. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on peut être diabétique de type 1 à tout âge. De façon théorique, on peut être diabétique de type 1 à tout âge. Mais il y a nettement donc, un pic de fréquence de survenue
à l'âge jeune, notamment à l'enfance, pendant l'enfance, et puis à l'adolescence, et quand on est un adulte jeune. Ce qui fait que la prise en charge du diabète de type 1 est une prise en charge spécifique. Imaginons quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui et qui est diabétique de type 1, qui a un diabète qui est apparu à l'âge de 5 ans, il a des années de diabète derrière lui. Donc c'est quand même assez spécifique. L'autre particularité du diabète de type 1, c'est que pour l'instant, on ne peut pas traiter le diabète de type 1 autrement qu'avec de l'insuline qu'on va donner d'emblée dès la découverte du diabète. Il y a des symptômes qui annoncent le diabète de type 1? Alors, dans la plupart des cas, l'entrée dans le diabète de type 1 est une entrée bruyante. Pourquoi? Parce que bien souvent, il y a ce manque drastique d'insuline dans le corps qui fait qu'il y a des signes qui apparaissent, qu'on soit enfant ou jeune adulte. Et ces signes-là sont d'une part donc une fatigue qui est importante, qui est permanente, qui s'associe au fait d'uriner beaucoup et de boire beaucoup d'eau. Donc ça peut être quelqu'un qui vous dit moi je buvais 4, 5, 6 litres d'eau, qui s'accompagne aussi d'un amaigrissement qui est constant. Donc le sujet perd du poids et un amaigrissement qui peut être important, qui peut aller de 5 à 10 kilos de façon assez rapide. Donc ces signes-là sont des signes, les signes, ce qu'on appelle nous les signes cardinaux, sont les signes vraiment majeurs du diabète. Et dans le diabète de type 1, les signes, comme je le disais tout à l'heure, apparaissent souvent de façon assez brutale. Il y a des formes de diabète de type 1 où les signes arrivent de façon un petit peu moins brutale, où prédomine l'asthénie, où l'amaigrissement va arriver de façon progressive. Mais ce qui est important de signaler, c'est que lorsque ces signes apparaissent et qu'on ne réagit pas suffisamment tôt, eh bien, l'hospitalisation ou le coma va être la suite logique de cet état. Docteur, c'est quoi la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Alors, le diabète de type 2, dans le diabète de type 2, il y a souvent, très souvent, des facteurs familiaux. C'est-à-dire que, on a des parents qui sont diabétiques, il y a une espèce de pénétrance dans la famille. Et puis, le mécanisme est différent. Souvent, lorsque j'ai des parents diabétiques, eh bien, j'hérite un petit peu de cette tendance qui fait qu'à l'âge adulte, eh bien, je vais perdre de façon un peu progressive les cellules de mon pancréas. Et il suffit que j'ai un environnement qui s'y prête, eh bien, progressivement, je vais avoir mon taux de sucre qui monte. Dans le diabète de type 2, je peux être diabétique de type 2 pendant 5-6 ans et ne pas savoir que je suis diabétique de type 2. Le diabète de type 1, c'est différent. C'est vraiment une agression drastique, rapide, donc des cellules du pancréas, c'est-à-dire le pancréas ne fonctionne plus dans le diabète de type 1. D'accord. Docteur Velayoudon, concernant le diabète de type 1, vous pouvez nous donner quelques chiffres? Alors, le diabète de type 1, fort heureusement, c'est le diabète le moins fréquent. Donc, on avait vu le type 2. Donc, sur l'ensemble des personnes qui ont un diabète, donc 90% environ auront un diabète de type 2, le diabète gras, et à peu près 10% ont un diabète de type 1. Ce qu'on sait aussi, c'est que la moitié des diabétiques de type 1 ont moins de 20 ans. Donc 50% des personnes qui ont un diabète de type 1 ont moins de 20 ans. Donc c'est pour ça que la docteure Gruel... Comment on explique quelles sont les causes du diabète de type 1? Les causes, alors juste pour finir, donc le docteur Gruel expliquait un peu les signes de survenue, l'apparition brutale. La difficulté, c'est chez l'enfant, parce que vous l'avez bien compris, on a des enfants de 2-3 ans qui peuvent avoir un diabète de type 1. Donc on travaille beaucoup avec les pédiatres pour accompagner les enfants lors de la transition, justement, passage pédiatrique, passage adulte. Et donc les causes sont finalement pas très bien identifiées. On sait qu'il y a des facteurs, des virus, des facteurs environnementaux
qui vont déséquilibrer le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quoi? C'est notre capacité à nous défendre contre une agression. Donc, quand on a une agression, par exemple, on parle beaucoup de Covid en ce moment, on va développer des anticorps pour lutter contre cette agression. Et on peut déséquilibrer, en fait, notre système de défense immunitaire. Et ces virus, qui sont des virus souvent de la gastro-entérite, des virus respiratoires, donc le rotavirus, le coxsackie-virus, qui sont des virus qu'on voit surtout chez l'enfant, justement, vont entraîner un déséquilibre du système immunitaire. Et chez ces enfants-là, il y aurait plus de diabète de type 1 parce qu'ils vont produire des anticorps finalement aussi qui vont aller détruire le pancréas. Donc, c'est des anticorps qu'on sait doser maintenant. Il y en a plusieurs types. Et lorsque ces anticorps qui sont dosés par les médecins sont présents, ça nous permet de faire le diagnostic de diabète de type 1. D'autres causes sont évoquées, mais la relation de cause à effet direct n'est pas formellement établie. Il y a beaucoup de polluants environnementaux, il y a beaucoup de facteurs génétiques aussi dont on parle. Donc les choses sont vraiment très particulières pour le diabète de type 1. Et on évoque aussi l'environnement du fœtus quand il est dans le ventre de sa maman. Donc des facteurs nutritionnels, des facteurs en fait hormonaux qui sont déséquilibrés par des toxiques environnementaux chez la maman, et donc ça pourrait expliquer que les enfants après fassent plus de diabète de type 1. Donc tout ça, ce sont des hypothèses scientifiques enfin, ça montre bien que ça reste une maladie très compliquée puisqu'il y a des diabètes de type 1 chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte jeune. Et la particularité, c'est qu'on voit de plus en plus de diabète de type 1, même chez des personnes de 40-45 ans. Donc il faut être vigilant sur le diagnostic, puisque, comme l'a dit le docteur Gruel, le traitement n'est pas du tout le même. Très bien. On a avec nous Danaël Georges qui a le diabète de type 1. Merci, merci d'être là. Merci de venir sur le plateau pour témoigner. Racontez-nous un petit peu votre histoire. À partir de quel moment on a découvert chez vous ce diabète de type 1 et comment vous vous êtes senti et comment on a découvert ce diabète? Alors, on a découvert mon diabète à l'âge de 10 ans. J'avais 10 ans. Je ne l'ai pas bien pris. Alors, pas du tout, j'acceptais pas. Puisqu'à l'âge de 10 ans, c'est l'âge où on est... On est enfant, on veut profiter. On veut profiter, on veut manger des bonbons, on a envie de manger au McDo tous les jours, on a envie de se faire plaisir, les amis se font plaisir, donc on a envie de profiter aussi. De faire comme les copains de son âge. Exactement. Et ce n'était pas possible. C'était pas possible du tout. Racontez-nous en quoi ce n'était pas possible. Suite à la découverte du diabète, j'ai dû me faire suivre par une diététicienne. Donc on a mis en place un régime diabétique où, bien sûr, mes habitudes, elles ont changé, puisque je devais manger le matin, prendre un goûter à 10h, manger à midi, reprendre un goûter l'après-midi et manger. En fait, il fallait manger à heure fixe. Et sûrement ne pas manger n'importe quoi. Et ne pas manger n'importe quoi. Et ni à n'importe quel moment non plus. C'était très contraignant. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À partir de quel moment vous avez commencé à accepter et ça a commencé à être un peu plus évident pour vous? Alors, j'ai commencé à accepter quand je suis rentrée dans le monde du travail. Puisqu'il fallait que je m'adapte, il fallait que je puisse travailler. Donc, il fallait absolument accepter cette maladie puisque je devais vivre avec. Donc, dès que j'ai pu avoir un travail, je me suis dit, bon, il faut mettre de l'eau dans son bain. Et j'ai décidé de suivre toutes les indications qui m'avaient été fournies par mon diabétologue, qui est le docteur Gruel, la diététicienne, l'équipe aussi de la médecine C. Aujourd'hui, comment vous vous sentez, comment vous vous soignez et comment vous vous alimentez? Alors, comment je me sens? Parfaitement bien. Ensuite, comment je m'alimente? Normalement, la normalité voudrait que, quel que soit
la personne, les individus, qu'on devrait manger comme des diabétiques. Donc, légumes, féculents, desserts, avoir un repas équilibré, faire du sport et poursuivre, faire ce qu'on a à faire pour se porter bien. Donc ça va. Donc ça va. Nous en sommes ravis. On va revenir tout à l'heure pour que vous puissiez nous parler de votre traitement, si traitement il y a eu. À 10 ans, quel était le traitement? Adolescent, quel était le traitement? Aujourd'hui, quel est le traitement? Mais juste avant, avec docteur Gruel, docteur Velayoudon, justement, parlons du traitement. Comment soigne-t-on le diabète de type 1? Voilà, alors il y a sur ça plusieurs volets. Donc je commencerai par le volet médicaments, en fait, parce que c'est peut-être le plus simple à évoquer, puisque je disais tout à l'heure que le diabétique de type 1, pour l'instant, donc, on ne peut le traiter qu'avec de l'insuline. En sachant cependant que l'insulinothérapie, c'est-à-dire donc la prescription d'insuline chez le diabétique de type 1, peut prendre plusieurs formes. Je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, les injections classiques d'insuline, et chez le diabétique de type 1, il faut obligatoirement plusieurs injections par jour. Et en règle générale, c'est souvent 4 injections par jour. Ça peut être aussi les pompes à insuline. Voilà, on en parlera tout à l'heure, je pense. Dans un petit moment, effectivement. Ah ben voilà, notre réalisateur Jordan a entendu pompe à insuline, alors il s'est dit, allez, c'est le moment de les montrer. On va revenir sur ces images au début et on va en profiter, docteur Gruel, pour en parler un petit peu de ces pompes. Voilà. Alors, écoutez, ces pompes à insuline, donc c'est une technique d'administration de l'insuline qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est beaucoup améliorée au fil des années sur la technicité. Et le principe, si vous voulez, de la pompe à insuline, c'est de pouvoir administrer de l'insuline en continu et de mimer un peu ce que fait réellement le pancréas. Donc nous avons un pancréas, comme je disais, qui fabrique de l'insuline, qui va en fabriquer en permanence, même si nous ne mangeons pas, même si je laisse Danaël Georges à jeun pendant plusieurs jours, il lui faudra une certaine quantité d'insuline de base. Et donc la pompe à insuline va administrer donc en continu cette insuline. Et à chaque repas, le sujet va pouvoir donc administrer, commander à la pompe donc ce qu'on appelle dans le jargon un bolus, c'est-à-dire une dose complémentaire qui permettra de couvrir le repas. Mais ce qui est intéressant donc avec la pompe, c'est que en fait, je pourrais programmer donc le débit de mon insuline en fonction des plages horaires, c'est-à-dire que je peux être devant un individu qui a besoin d'un petit peu plus le matin, un petit peu moins à midi, beaucoup l'après-midi. Donc, je pourrais commander à la pompe d'en administrer un peu plus le matin, beaucoup plus l'après-midi, etc. Et en choisissant des plages horaires et en collant les débits donc, à la physiologie, du patient. Donc ça, c'est un intérêt capital par rapport donc aux multi-injections, parce qu'on est un petit peu au plus près de ce qui se passe chez le patient. Alors, pour donner un petit peu plus d'explications, il faut dire que les pompes à insuline sont des petits boîtiers, donc j'en ai pas sous la main, mais ce sont des petits boîtiers qui sont un petit peu de la taille d'un petit téléphone portable. Voilà, je propose qu'on puisse regarder, commenter ensemble. Alors ici, là, sur cette image, nous avons une pompe patch. Alors la pompe, c'est ce qui est à gauche, c'est le petit boîtier qui est à gauche. Et la pompe patch, c'est une pompe qui est sans fil et qu'on va mettre comme un patch sur la peau. Là, ici, c'est d'autres modèles de pompe, donc il y en a plusieurs. Et le petit flacon que vous voyez à côté, donc c'est un flacon qui contient de l'insuline, qui permet de recharger donc les petites pompes en insuline. Et donc, ce sont des petits boîtiers qu'on va commander, qui sont branchés donc directement sous la peau, en fait, par un petit cathéter, un petit cathlon, une petite aiguille, qui va être sous la peau et qui va permettre donc de diffuser de façon permanente donc l'insuline et de pouvoir en diffuser un peu plus lorsque
le patient lui-même va commander donc une diffusion plus rapide. Très bien. On va marquer une courte pause et revenir juste après. On a quelques images encore à partager avec nos téléspectateurs que vous allez bien sûr, Dr Velayoudon, Dr Gruel, nous commenter en direct. Et puis bien sûr, on va revenir sur la partie traitement, puisque je suppose que le nourrisson n'est pas traité de la même manière, l'adolescent n'est pas traité de la même manière, donc on va en parler selon l'âge, comment ça fonctionne, juste après cette pause publicitaire. Merci à vous d'être au rendez-vous pour votre émission Santé 10 ce soir. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, nous parlons du diabète de type 1. Avec nous, le docteur Frisline Velayoudon, maître de conférence à l'Université des Antilles en endocrinologie, diabétologie, mais qui est aussi le chef du service endocrinologie, diabétologie au CHU de la Guadeloupe. Le docteur Claude Gruel, endocrinologue, diabétologue au CHU de la Guadeloupe, et Danaël Georges qui est avec nous pour un témoignage. Nous étions juste avant la pause, nous étions en train de parler du traitement et on se posait la question, c'est sûrement pas le même traitement pour le petit, l'adolescent, l'adulte, donc comment ça se passe pour un enfant? Alors je vais peut-être parler à la place de nos collègues endocrinopédiatres qui prennent en charge les enfants, mais un des aspects assez importants là, c'est vraiment l'implication des parents. Et donc on ne peut pas concevoir le traitement, la prise en charge d'un diabète de type 1 chez un enfant sans les parents finalement, puisque au départ, ce sont les parents qui vont essayer de comprendre la maladie. C'est à eux qu'on va expliquer la maladie. Ce sont les parents qui subissent finalement le traumatisme psychologique le plus important. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être d'être mère, père d'un enfant qu'on hospitalise et à qui on dit il va falloir faire un traitement, plusieurs injections par jour pendant toute votre vie, donc c'est assez terrible. Donc il faut absolument l'implication des parents. L'administration donc de l'insuline, la surveillance, l'autosurveillance donc des glycémies, c'est-à-dire du sucre donc au bout du doigt, etc. Ça va être donc une éducation qu'on va apporter donc aux parents. Le traitement, donc, c'est de l'insuline, de toute façon, ça va être l'insuline. Les protocoles vont peut-être différer un petit peu par rapport aux protocoles qu'on applique aux adultes. La difficulté, c'est qu'il faudra prendre en compte la croissance de l'enfant. C'est-à-dire que il va falloir prendre en compte les modifications assez permanentes des besoins de l'enfant, de ses mouvements aussi, de ses capacités à se mouvoir, de ses dépenses, des changements aussi dans ses rations alimentaires, etc. Donc en fait, la prise en charge thérapeutique chez l'enfant, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire, qui doit comprendre donc l'endocrinologue, l'endocrinopédiatre en l'occurrence, le diététicien, les infirmiers, le psychologue, etc. Il y a une étude qui est devenue célèbre maintenant, qui est une étude qui s'appelle Dawn 2, qui c'est une étude qui, sur beaucoup de pays, sur plusieurs pays, et qui essayait de regarder un petit peu l'attitude des patients diabétiques. On n'était plus dans le médicament, etc., mais surtout la prise en charge, l'attitude, et qu'est-ce que les patients veulent, qu'est-ce qu'ils vivent, en fait. Et dans cette étude a bien montré que le stress chez les familles des diabétiques, qu'ils soient enfants, jeunes ou moins jeunes, ce stress était très très important et qui était peut-être même plus important que le stress qu'on percevait chez le diabétique lui-même, et que ça pouvait aller jusqu'à la dépression. Donc rapidement, voilà ce que je peux en dire.
Et peut-être que... Oui, j'allais Danaël poser va- la question à Danaël. Comment ça s'est passé déjà? Est-ce que le diabète, c'était une maladie nouvelle dans votre famille? Je parle au niveau de la maison, au niveau de vos parents. Comment ils ont accepté cette nouvelle vous concernant? Et est-ce qu'il y avait déjà un cas de diabète chez vous? Alors, au niveau de ma famille, le diabète, c'était du côté de mon père, puisque mon père était diabétique. D'accord. Justement, suite à un accident, il a découvert qu'il avait le diabète. À la venue du diabète, au niveau de ma mère, c'est vrai que ça a été très difficile puisqu'elle avait déjà vécu avec mon père. Et ensuite, maintenant avec moi. Donc, elle a vraiment eu du mal. Elle a eu du mal puisque j'étais souvent hospitalisée, puisque je n'arrivais pas à accepter. Et à son niveau, il fallait aussi qu'elle gère pour moi, puisque comme je n'arrivais pas à accepter, donc ça arrivait que parfois, je ne voulais pas prendre les médicaments. Donc, elle faisait le nécessaire. Puisqu'on lui avait Justement, montré. comment vous étiez traité? Donc, c'était des médicaments... Alors, c'était des injections. D'accord. Donc, j'avais des injections. Au début, c'était 2 fois par jour. Ensuite, je suis Je passée... rappelle que vous aviez 10 ans, hein, c'est bien Oui, ça? 10 ans. Donc, c'était 2 fois au début. Puis ensuite, comme l'a dit le docteur Gruel, en fonction de l'âge, ça change. Donc, en grandissant, je suis passée de 2 fois à 3 fois. Puisqu'il faut quand même... Il n'y a pas que l'âge, il y a aussi l'alimentation. Je suis encore jeune, encore enfant, donc j'ai encore envie de continuer à manger tout et n'importe quoi. Donc, je suis passée à 3 injections. Ensuite, j'arrivais toujours pas à accepter, donc je suis passée à 4. Ah oui. Et arrivé à 4, c'est le non-retour. Hein. On peut pas... Il faut soit prendre une décision et se dire que bon, il faut vraiment suivre son traitement correctement, manger correctement, ou sinon ça n'ira pas. Aujourd'hui, comment vous êtes traité aujourd'hui? Toujours à 4 injections. D'accord. J'avais la possibilité d'utiliser la pompe. J'ai testé, mais je n'ai pas vraiment adhéré par rapport au travail. Docteur Velayoudon, c'est vrai que la pompe, ça peut être intéressant, mais tout le monde n'y adhère pas. Alors oui, effectivement, la contrainte, on va dire avant, c'est le fait que la pompe, comme on l'a vu dans le reportage, avec les images en tout cas, c'est qu'il y a une tubulure qui est reliée à la personne et donc qui a l'impression de vivre en permanence avec son diabète. Et donc, le fait d'être relié à cet appareil fait que certaines personnes n'adhèrent pas effectivement à avoir un appareil où ils sont connectés comme ça. Et donc, on respecte ce choix des personnes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la pompe patch. Donc, c'est une pompe qu'on va coller à la peau. Donc, il n'y a pas du tout de tubulure. Donc, il y a moins cet aspect. Et c'est un peu plus d'autonomie. Donc, il y a un peu plus de choix dans les pompes qu'on a la possibilité de poser. Et c'est vrai que les injections, souvent sous-cutanées, la personne, elle est un petit peu plus autonome très tôt. Elle a envie de garder ses habitudes, de faire ses injections. Donc, on a aussi plusieurs types d'insuline. Alors, on n'en a pas encore trop parlé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline dans les stylos a une durée d'action qui est différente. Donc, on va mettre des insulines qui vont agir très rapidement et durer très peu de temps juste pour les repas. Et on va avoir des injections d'insuline qui vont agir un petit peu plus longtemps. Donc, il y en a qui agissent à peu près 12 heures, il y en a d'autres 24 heures. Et c'est vrai que si les personnes, en fait, c'est vraiment, on adapte vraiment aux besoins de l'individu, le type d'insuline également. Voilà. Après, alors, je profite un petit peu pour passer le message qui me semble important, c'est que quand on est à la phase enfant, suivi par le pédiatre, puis la phase adulte, donc suivi par nous, endocrino-adultes, il y a la phase de transition, qui est la phase de l'adolescence, entre 16 et, on va dire, 20 ans, qui est très compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont perdus de vue et qui arrivent en phase adulte, soit à l'occasion d'une complication aiguë, en coma, etc.,
Et pour éviter justement ces perdus de vue, pour éviter ces complications et améliorer le parcours de soins, on a mis en place avec le service de pédiatrie du CHU des consultations de transition. Donc on a des staffs, des réunions de transition entre la pédiatrie et l'adulte pour parler des dossiers des enfants qui vont être passés chez nous en phase adulte, et où les enfants vont venir dans le service, découvrir les adolescents. Et donc cette phase de transition, on l'a mis en place. Donc vous voyez, il y a vraiment des filières différentes pour qu'on puisse améliorer la prise en charge des personnes en fonction du type de diabète. Docteur Gruel, on a vu que le système de la pompe, en tout cas que la pompe, elle pouvait être intéressante, mais pas forcément pour tout le monde. Ceux qui y adhèrent, comment ça se passe? Le patient pose lui-même, apprend à le faire avec vous? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Donc, il n'est pas question que le patient soit... Alors, l'idée de tous ces traitements qui arrivent, c'est d'augmenter l'autonomie du patient. C'est de faire qu'il puisse lui-même tout faire le maximum. Et donc, évidemment, on va éduquer le patient donc, à la technique de la pompe. Il va poser sa pompe lui-même, il va faire les remplissages lui-même de sa pompe. Et donc, ça nécessite effectivement un certain temps d'accompagnement pour que le patient puisse être totalement autonome. Donc, alors maintenant, il y a deux façons de faire la pause. Soit on la fait en ambulatoire, c'est-à-dire que on fait appel à des prestataires formés donc, qui vont nous accompagner dans cette histoire-là. Soit souvent, donc, on profite pour faire une courte hospitalisation et qui permet donc sur place de mettre en place les choses. Et donc il y a toujours donc une évaluation au bout d'un certain temps pour qu'on laisse partir le sujet donc, dans la nature entre guillemets. Donc une évaluation, il faut qu'il sache remplir son cathéter, sa pompe, changer ses cathéters, faire ses bolus, etc. Alors, je vous propose, docteur Gruel et docteur Velayoudon, nous allons regarder quelques images qu'on a pu tourner dans le service, dans votre service, au CHU de la Guadeloupe. Et puis, vous deux, c'est en deux parties, donc on voudrait bien que vous puissiez nous commenter ces images. Alors ici, donc, on assiste à un changement à la pose d'une pompe en fait. Donc voilà, donc là c'est la patiente qui est en train de remplir la cartouche d'insuline. Qui voilà, elle va remplir sa cartouche d'insuline. Voilà, donc elle pique dans le flacon d'insuline pour remplir sa cartouche. Et cette cartouche, il va être installée dans la pompe, dans le petit boîtier. Il y a toute une technique. Alors, il y a toute une technique, bien entendu, donc on apprend aux patients, donc, puisqu'il faut absolument que la cartouche soit complètement remplie, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Voilà, donc c'est une petite technique, mais une fois qu'on a appris, qu'on a manipulé quelques fois, après ce sont des gestes qui deviennent automatiques. Là, elle est en train de purger un petit peu la cartouche pour évacuer les bulles d'air, voilà. Et là, donc, elle désinfecte le site qu'elle a choisi pour placer sa pompe. Donc, en l'occurrence, là, elle a choisi elle-même, on lui a posé la question, elle a choisi de mettre sur la cuisse. Et donc là, elle va installer le cathéter. C'est-à-dire qu'elle a un instrument là en main, voilà, où elle va fixer le cathéter sous la peau. Voilà, et elle va retirer le système donc, qui permet de piquer. Et voilà ce qu'on a ici. C'est ce dispositif qui va être... Voilà, c'est ce dispositif, en fait, qui va être sur la peau. Et sur ce dispositif, elle va ici brancher cette petite tubulure. Voilà, donc le dispositif qu'elle a sur la peau, il y a un petit cathlon, donc juste en dessous, qui est sous-cutané, juste sous-cutané. Voilà, et elle a branché sa tubulure, voilà, donc, et la tubulure va jusqu'à la pompe qui délivrera donc l'insuline. Là, elle purge le tuyau pour qu'il n'y ait pas d'air, et là, elle a branché le tuyau au cathéter
et elle va pouvoir programmer, la pompe est déjà programmée, elle va pouvoir maintenant faire une deuxième petite purge. Voilà, ici c'est autre chose. Alors ici, on retrouve le docteur Gruel qui va poser un capteur. Donc les systèmes de capteurs, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous expliquer un petit peu, commenter un petit peu ce qu'on voit. Donc là, vous avez le système qui va permettre de poser le capteur. Donc elle va ouvrir donc, la boîte avec un petit cathéter. Donc là, c'est la désinfection de la peau. Donc elle a choisi de poser au niveau de son bras. Voilà, donc il faut bien nettoyer la peau avec la lingette qui est fournie dans le kit, qui est remboursé par la sécurité sociale. Donc là, elle va pouvoir aller chercher le petit cathéter avec la main droite. Elle l'enlève. Donc c'est un dispositif qui permet de respecter des règles d'hygiène. Et là, elle va appuyer comme un petit piston dessus et la petite canule va entrer en sous-cutané et vous voyez le capteur est posé. Donc c'est un dispositif où le capteur va dans le liquide interstitiel, ce n'est pas dans du sang, et elle va scanner avec le lecteur que vous voyez. Elle passe le lecteur juste devant, elle ne colle pas. Donc si vous avez un vêtement, vous pouvez aussi scanner par-dessus le vêtement. Et donc le fait de scanner donne un résultat, un chiffre qui correspond au taux de sucre dans le liquide interstitiel. Donc ça nous donne, nous, une évaluation de le taux de sucre chez les patients. Et ça, c'est très important parce qu'on peut scanner plusieurs fois dans la journée. Donc 5, 10 fois, 100 fois, jusqu'à 100 fois d'ailleurs. Et on a vu que ça s'enlève facilement. Et ça s'enlève très facilement, voilà. Et donc c'est un capteur, quand il est posé, qu'on va garder 14 jours. Et pendant 14 jours, on va scanner et nous, on va avoir des tendances, donc des flèches, qui vont nous permettre de savoir à quel moment le sucre, en fait, monte, est stable ou diminue. Donc ça, c'est très important, surtout quand il y a une pompe, puisque ça va nous permettre d'adapter la vitesse de délivrance de l'insuline sur des plages horaires. Donc si on voit qu'avec la pompe, dans la nuit, on a des flèches qui baissent, ça veut dire que le patient est susceptible ou fait des hypoglycémies, donc des chutes du taux de sucre. Et donc, on va tout de suite aller modifier le programme qu'on a entré dans la pompe, le débit. On va diminuer les vitesses d'insuline pour qu'il ait moins d'insuline la nuit. Et donc, ça permet effectivement d'éviter les variations, les augmentations et diminutions rapides de glycémie. Je voulais rajouter que souvent, donc, quand on présente ce capteur, souvent donc pour le patient, donc c'est bien, je me pique pas. C'est vrai que c'est un apport important, mais ces petits appareils ont aussi donc un avantage terrible, c'est ils enregistrent des données donc constamment. Et lorsque le patient va venir donc nous voir en consultation, eh bien on va pouvoir lire un certain nombre de données, analyser des courbes que le capteur va faire, analyser un certain nombre de chiffres, et c'est une aide vraiment très appréciable à la prescription et à l'adaptation du traitement. Docteur Gruel, vous êtes le référent en éducation thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors parler d'éducation thérapeutique, c'est vrai que c'est très très important. Pour l'instant, on a parlé de système, de mécanisme, d'insuline, mais il faut bien comprendre qu'en dehors du médicament, donc ce qui est important pour un patient, il faut faire la différence entre l'état de santé. L'état de santé, c'est-à-dire que ma tension est bonne, mon taux de sucre est bien, ma fréquence cardiaque est bonne, etc. Et la qualité de vie, c'est quelque chose de très différent. Je peux être en bon état de santé, c'est-à-dire avoir des marqueurs bien, ma tension est bonne, etc., mais ne pas avoir une bonne qualité de vie. Et cette qualité de vie, je l'aurai si j'ai compris ce qui m'arrive, si j'ai compris ma maladie, si aussi j'ai pu acquérir un certain nombre de choses qui me permettent d'avancer. Voilà, donc c'est ça l'éducation thérapeutique, c'est un accompagnement qui permet aux médecins et à l'équipe soignante plutôt, d'une façon générale, d'apporter aux patients
donc certaines connaissances, et ces connaissances vont permettre aux patients d'accepter un peu mieux la maladie, etc. En matière de diabète de type 1, d'ailleurs, Danaël a participé avec nous dans un programme. En matière de diabète de type 1, il y a un programme qui s'appelle le programme d'éducation à l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, c'est un terme assez barbare. Puisque j'écoutais Danaël tout à l'heure et donc vous lui avez posé une question en disant « Mais oui, mais comment ça se fait? Comment ça se passe pour manger, etc. » Avant de répondre, elle a marqué un petit temps, mais elle ne voulait pas dire qu'en fait, elle a appris, Danaël, à adapter son traitement en fonction de ce qu'elle mange. C'est-à-dire qu'elle peut tout manger. Justement, on a quelques images, on parle d'alimentation, et on a quelques images, vous utilisez ces outils pour expliquer aux patients comment il faut s'alimenter. Oui, alors voilà, il y a quelques outils. Donc ça, c'est des outils d'explication sur les techniques d'injection, comment palper la peau pour essayer d'éviter les petits nodules sous la peau qui vont altérer le passage de l'insuline. C'est vrai que l'outil principal que nous avons, c'est le fameux tableau, le grand tableau que nous avons, qui permet de faire passer chaque patient au tableau et de leur permettre de s'exprimer. Ça, c'est vraiment l'outil principal. Donc ça, c'est des petites démonstrations qu'on fait aux patients pour qu'ils apprennent à se piquer, à se contrôler, etc. Mais voilà, ça, c'est l'éducation technique. Hein, c'est l'éducation technique. Mais en dehors de l'éducation technique même, hein, donc il y a vraiment tout ce qu'il y a autour, c'est comment se comporter, comment réagir en cas d'événement. Est-ce que je suis diabétique aujourd'hui, diabétique de type 1? Est-ce que je peux aller danser tous les samedis soirs? Est-ce que je peux aller au McDo? Est-ce que... Voilà, c'est à cette question-là qu'on répond dans le programme d'insulinothérapie fonctionnelle. Et puis, surtout, donc on va apprendre aux patients à calculer donc, la quantité de glucides qu'ils ont dans leur assiette. Et on va leur apprendre à reconnaître leur sensibilité personnelle à l'insuline. Tous les patients n'ont pas les mêmes doses d'insuline et ce n'est pas une question forcément de taille, de poids. Nous avons chacun une sensibilité différente à l'insuline et ces programmes d'éducation permettent donc de définir pour chacun quelle est la sensibilité du patient à l'insuline. Et cet élément est essentiel pour que le patient puisse après se dire, bon ben voilà, aujourd'hui, je me fais un bon dombré. J'ai à peu près tant de grammes dans mon assiette. Qu'est-ce que je vais faire? Je parle du diabète de type 1. On est dans le diabète de type 1. Attention, c'est pas la même chose que dans le diabète de type 2. Je veux manger une part de gâteau au chocolat aujourd'hui. Je peux manger une part de gâteau au chocolat. Mais il faut que je sache ce que j'ai dans mon assiette. Il faut que je sache ce que je dois dire. D'ailleurs, pour expliquer souvent aux patients qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Voilà, on a des petits objets là, comme ça. Ce sont des aliments factices qu'on déplace, qu'on propose. Voilà. On arrive déjà à la fin de notre émission. Docteur Velayoudon, c'est vrai que les 2 autres jeudis, on a parlé de la recherche au niveau du diabète gestationnel, au niveau du diabète de type 2 et concernant le diabète de type 1. Où ça en est? Alors, oui, effectivement, on participe également à des projets de recherche dans le service. Notamment, nous participons à une étude nationale qui est portée par des PUPH, en fait, des professeurs de Paris, avec plusieurs centres en France. Et donc, en Guadeloupe, nous sommes un centre où nous permettons à nos patients qui ont un diabète de type 1 de participer à cette étude. Donc, c'est une étude nationale de cohorte. La cohorte, c'est-à-dire qu'on suit les patients et c'est une cohorte où le suivi est prévu pendant 30 ans. Donc, toutes les personnes qui ont un diabète de type 1 et qui veulent y participer, on essaie de comprendre dans cette étude, en fait, le comportement des personnes qui ont un diabète de type 1, leurs complications et surtout les facteurs qui vont faire apparaître plus précocement les complications. Donc il y a des questionnaires de qualité de vie, puisqu'on vient d'en parler.
Il y a des questionnaires aussi concernant l'activité physique, la sédentarité. On va aussi regarder les données. On a parlé des capteurs tout à l'heure qui nous permettaient d'avoir des courbes d'évaluation des variations de sucre. Donc on va aussi regarder ces données-là. Et on a aussi des dosages, à la fois dans le sang, on a aussi des prélèvements de cheveux, on a des analyses génétiques. Et donc on participe, on a une quarantaine de patients de prévus en inclusion pour essayer de comprendre si nous aussi, dans notre population en Guadeloupe, on a des particularités dans le diabète de type 1. Et l'analyse est nationale, donc on est quand même assez fiers de pouvoir participer à cette cohorte nationale. Voilà. Merci, docteur Velayoudon. Merci, docteur Cruel. Merci beaucoup, Danaël, pour ce témoignage. Avant de se quitter, en regardant bien sûr une vidéo de l'association Acadé Sick et Sick, puisqu'on nous avait promis l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Donc, il nous manque le dessert. On finira avec cette vidéo. J'aimerais juste vous dire que cette semaine, dans votre magazine, ce week-end, pardon, dans votre magazine l'Hebdo, alors je vais montrer les deux couves, puisque voilà, on aura la page santé, la page 14 qui est réservée donc à la santé. Eh bien, on va retrouver justement le docteur Frisline Velayoudon qui va nous parler de la glande thyroïde. Voilà, donc moi je vous souhaite bonne lecture pour ce week-end. Et puis on se quitte avec le dessert, le fameux dessert. Docteur Velayoudon, merci encore à l'association pour les 3 vidéos. Et puis je ne cesserai de vous dire merci, puisque c'est grâce à vous, professionnels de santé, grâce à vous, tous ceux qui viennent témoigner comme Danaël, que nous pouvons faire cette émission le jeudi soir. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Nous allons parler de la maladie d'Alzheimer. Et puis je remercie Jordan ce soir à la réalisation de cette émission. Jean-Jacques Honnête, rendez-vous jeudi, même lait, même télé. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer un panna cotta exotique, coulis d'ananas et un panaché exotique. Donc pour cela nous avons besoin de 200 ml de lait demi-écrémé, 200 ml de crème liquide, 3 feuilles de gélatine, du sucre de coco, dont 60 g, du citron et de la muscade. Donc pour commencer, nous allons mettre le lait demi-écrémé dans une casserole avec la crème liquide, le sucre de coco, 60 g, et nous allons râper la muscade. Du citron vert, et on met tout ça sur la plaque. Entre-temps, nous prenons les 3 feuilles de gélatine et on laisse tremper dans de l'eau glacée afin qu'elles puissent ramollir et ainsi les insérer dans le mélange de crème et de lait. Une fois le mélange bien chaud, on insère les feuilles de gélatine. On n'hésite pas, on retire tout l'eau dedans. Et on mélange. Mélange effectué, on débarrasse. Et on met en verrine directement.
Une fois le mélange refroidi, on le réserve minimum 3 heures au frigo pour qu'il prenne. Deuxième étape, le coulis d'ananas. Très simple. Un peu d'ananas et de l'eau, une petite feuille de menthe pour parfumer le tout. Et on mixe. Une fois terminé, on réserve tout ça au frais. Donc alors on taille les kakis en petits dés, ainsi que l'ananas et le melon. Sorti du frigo après 3 heures, nous allons passer au dressage. Donc, on met 2 cuillères, voire même 3, de coulis d'ananas et les fruits choisis. Donc, le melon, l'ananas, le kaki, et un petit côté croustillant et de couleur, la grenade. Et voilà notre panna cotta exotique, coulis d'ananas et le panaché de fruits exotiques. Généralement, je ne suis pas dessert, mais j'avoue que j'apprécie énormément. C'est pas trop sucré. Retrouvez toutes nos recettes et tous nos conseils nutritionnels dans le magazine Santé à la carte disponible dans les boutiques originelles situées au 62 boulevard de la Pointe-Jarry en Guadeloupe et 69 rue Blénac à Fort-de-France en Martinique.